Le samedi 18 mai, à 22h15, dans la salle de bal de l'hôtel Regency, la maîtresse de mon mari m'a giflé devant tous nos investisseurs. Le claquement a résonné contre les boiseries. Elle me dominait de toute sa hauteur. Il s'est avancé vers moi, a regardé mon visage rougi et a prononcé cette phrase précise. « C'est elle qui mérite ta place. » Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas levé la main pour me défendre. J'ai gardé le silence absolu. Je possédais déjà le fichier natif des caméras de sécurité, sauvegardé en toute discrétion sur mon ordinateur. Je l'ai laissé terminer sa phrase et savourer sa scène. La vraie question n'était pas de savoir pourquoi il l'avait laissé me frapper en public. C'était de comprendre ce qu'il espérait me voir faire en retour. Fonder une société de logiciels exige de maîtriser les variables avant qu'elles ne deviennent des défaillances. J'avais construit mon entreprise ligne de code par ligne de code. Je la dirigeais d'une main de fer depuis 10 ans. Nous venions de concevoir une architecture de cybersécurité inédite sur le marché européen. Mon nom figurait sur tous les brevets, mon nom trônait au sommet des statuts de création. J'avais rédigé moi-même les clauses de gouvernance. Je détenais 40% des parts, une minorité de blocage solide. Le règlement stipulait clairement que la seule voie pour me destituer passait par une révocation pour faute grave. Une faute qui devait être publique, irréfutable et causer un préjudice d'image immédiat à la marque. Autrement, je restais intouchable. Une levée de fonds de 20 millions d'euros dépendait entièrement du gala d'anniversaire prévu ce fameux 18 mai. Les investisseurs exigeaient des garanties de stabilité. J'avais loué la grande salle du Regency pour asseoir mon autorité. Le lieu symbolisait la réussite et le pouvoir institutionnel. J'organisais la scénographie en personne, le régisseur de l'hôtel m'envoyait les plans au millimètre. Je plaçais moi-même un bout de ruban adhésif rouge sur la scène. C'était mon repère de présentation. Une petite croix discrète, collée sur le parquet. Elle garantissait le cadrage parfait sous les projecteurs, la juste distance avec le premier rang. J'aimais cette rigueur spatiale. Elle éliminait la part d'imprévu. Ce ruban rouge bornait mon territoire de sécurité. Marc gérait mes relations publiques. C'était un homme brillant, d'un charisme redoutable, doté d'une mémoire phénoménale pour les faiblesses d'autrui. Il fluidifiait les échanges avec les banquiers pointilleux pendant que je parlais algorithme. Il dînait avec les actionnaires, cultivait les réseaux, entretenait notre image de couple d'affaires invincible. Ma capacité à concevoir un système informatique impénétrable m'a donné la dangereuse illusion que je savais structurer ma vie privée. Je lui déléguais aveuglément cette façade. Je pensais que le protecteur de mes intérêts professionnels protégeait naturellement l'intégrité de notre mariage. Le Regency possédait un équipement de surveillance et de captation audiovisuelle de pointe. Les caméras motorisées au plafond tournaient en boucle pour garantir la sécurité des événements prestigieux. Les micros d'ambiance intégrés aux boiseries captaient le moindre chuchotement dans la salle de bal. En tant que signataire du contrat de location et organisatrice principale, je recevais un accès direct au portail technique. C'était une procédure légale de conformité. Le prestataire m'avait créé un identifiant administrateur. L'interface sécurisée affichait une mosaïque de 16 flux vidéo en direct. Je pouvais zoomer, isoler une piste audio, extraire un enregistrement avec un horodatage certifié. L'hôtel conservait les archives brutes sur un serveur distant pendant 30 jours avant écrasement. Je validais les angles de vue et la clarté des plans par simple habitude technique. 3 semaines avant la soirée, la première dissonance est apparue dans les préparatifs. Je révisais la répartition des tables sur mon écran dans le bureau de notre domicile. Le fichier réseau avait été modifié pendant la nuit. J'ai examiné la table centrale, celle réservée aux actionnaires principaux, aux investisseurs clés et aux membres du conseil d'administration. Un nouveau nom bloquait un siège de choix. Léa, une consultante externe en stratégie financière. Nous l'avions croisée 6 mois plus tôt pour une brève étude sectorielle, sans jamais lui confier de mandat décisif. Sa présence inopinée à cette table d'honneur violait toutes nos règles de protocole d'entreprise. Surtout, sa chaise était placée exactement face à la mienne, à quelques mètres seulement du podium. Une position frontale, délibérément imposante.
L'espace qui nous séparait sur le plan était vide de tout obstacle visuel. J'ai appelé Marc. Il lisait un rapport financier sur le canapé du salon, une tasse de thé à portée de main. Je lui ai demandé pourquoi une intervenante sans mandat officiel remplaçait le représentant exclusif de notre banque partenaire au premier rang. Il a posé son document avec une lenteur calculée. Il a lissé le pli de son pantalon en attendant ma réaction. Ses gestes affichaient une fluidité parfaite. Il a expliqué avec un ton posé qu'elle représentait désormais un cabinet d'audit influent, lié à 2 de nos investisseurs. Il a affirmé que le conseil d'administration réclamait sa présence pour rassurer les marchés. Il a ensuite ajouté une justification technique insensée. Il affirmait qu'elle devait avoir une vue dégagée sur mes expressions faciales pendant le discours, pour attester de mon assurance. L'argument sonnait creux. Un simple consultant n'évince jamais un créancier majeur à la veille d'une signature. Pourtant, j'ai laissé le plan de table en l'état. Confronter Marc sur ce choix impliquait de paralyser la logistique du gala. Je n'avais pas le temps pour un interrogatoire. Les audits techniques de notre code source absorbaient 15 heures de ma journée. Mes nuits se résumaient à relire des projections financières complexes. Soulever un conflit conjugal pour une question de placement risquait de briser la dynamique de l'équipe. Une dirigeante en pleine négociation de capital doit préserver sa lucidité. J'ai avalé mon doute. Enquêter sur ce détail coûtait trop cher en énergie immédiate. La semaine suivante, le rythme des préparatifs s'est intensifié. Marc s'impliquait de plus en plus dans les aspects techniques de la salle. Il multipliait les repérages sans moi. Lors d'une visite de validation sonore à l'hôtel, je suis montée sur l'estrade. J'ai ajusté mon micro-cravate. J'ai baissé les yeux vers le sol. Mon morceau de ruban adhésif rouge n'était plus à sa place initiale. La croix écarlate avait été décollée du centre. Elle était replacée 2 mètres plus à gauche, exactement sur la bordure extrême de la scène, au bord du vide, directement dans l'axe de la table centrale, dans l'axe parfait de la chaise réservée à Léa. J'ai interrogé Simon, le régisseur audiovisuel, qui ajustait les câbles en régie au fond de la salle. Il a consulté son registre numérique de bord. Il m'a informé avec détachement que mon mari avait exigé cette modification la veille au soir. Marc avait invoqué un problème d'éblouissement avec les projecteurs de face pour justifier ce décalage imposé. Je me suis tenue sur la nouvelle marque. L'endroit était étrangement vulnérable. Il ne me mettait pas en valeur sur le plan oratoire. Il me poussait vers la salle, à la merci immédiate du premier rang. Il me rapprochait physiquement de la table d'honneur, presque à portée de bras. Je n'ai posé aucune autre question. J'ai supposé qu'il tentait simplement de dynamiser mon intervention par excès de zèle. Je l'ai laissé diriger la disposition des lumières et des corps. Je ne réalisais pas encore que l'espace venait d'être paramétré, quadrillé et verrouillé, non pas pour sublimer mon triomphe professionnel, mais pour garantir la trajectoire d'une exécution calculée. La modification du plan de salle et le déplacement arbitraire de cette petite croix rouge exigeaient une réponse immédiate. Je n'ai posé aucune question supplémentaire à Marc. Les dirigeantes qui survivent aux crises financières n'exigent pas d'explication de la part de leurs adversaires. Elles sécurisent leurs serveurs et verrouillent leurs accès. Le mardi 14 mai, à 4 jours du gala, j'ai posé un geste irréversible. J'ai préparé le terrain de ma propre défense. Je me suis enfermée dans mon bureau vitré, au siège de la société. Le bâtiment était silencieux. J'ai allumé mon poste de travail principal. J'ai ouvert le portail de sécurité numérique de l'hôtel Regency. Mon statut d'organisatrice et de signataire du contrat de location me conférait un identifiant administrateur légal. Ce code m'offrait un accès total à l'infrastructure réseau de l'établissement. J'ai navigué jusqu'à l'onglet des archives de captation audiovisuelle. L'interface grise affichait l'historique complet des connexions au système. L'identifiant de Marc apparaissait à 7 reprises au cours des dernières 48 heures. Il n'avait rien téléchargé. Il s'était contenté de visionner les angles morts, de vérifier la portée des micros intégrés et de tester les balayages automatiques des caméras motorisées. J'ai branché un disque dur crypté de 2 téraoctets sur le port latéral de ma machine. J'ai lancé l'extraction manuelle des données.
J'ai ciblé les flux continus de la salle de bal, de la régie centrale et des couloirs adjacents menant aux ascenseurs. J'ai sélectionné le format brut, sans aucune compression. Le serveur distant a mis 45 minutes pour compiler le dossier technique. J'ai téléchargé 68 gigaoctets de fichiers vidéo haute définition et de pistes audio séparées. J'ai vérifié les métadonnées de chaque fichier. Chaque image portait un horodatage certifié, incrusté directement dans le code binaire. C'était la première phase de ma retenue. Je constituais un dossier inattaquable. Le règlement intérieur de mon entreprise exigeait des preuves matérielles indiscutables pour toute procédure d'audit. J'ai classé ces fichiers natifs dans un répertoire isolé, protégé par une clé biométrique. Ce soir-là, je savais qu'une confrontation approchait à grands pas. La tension montait autour de la levée de fonds. Je devais me préparer physiquement à toute éventualité. J'avais rédigé moi-même les statuts de mon entreprise. Je connaissais la clause de moralité par cœur. Le conseil d'administration ne pouvait me destituer que pour une faute grave, publique et violente. Une agression physique, une insulte proférée devant témoins, un scandale incontrôlable. J'ai commencé un travail silencieux de conditionnement mental. Je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai ralenti mon rythme cardiaque. Je me suis imposé une discipline de fer. Quoi qu'il arrive samedi soir, face aux investisseurs, je ne devais manifester aucun choc. Je devais figer mes traits et contrôler ma respiration. Si une provocation survenait, mon corps devait devenir un mur d'indifférence. L'absence totale de réaction physique annulerait toute tentative de me faire perdre mon sang-froid. Le contrôle absolu de mes nerfs devenait mon unique armure. J'ai débranché le disque dur. Je l'ai glissé au fond de ma sacoche professionnelle. Je suis rentrée chez nous à 19h30. J'ai posé mes clés sur la console de l'entrée. Je suis allée directement dans la cuisine. J'ai sorti la housse du pressing contenant le smoking de Marc pour le gala. Je l'ai accroché soigneusement sur la porte de la buanderie. J'ai ensuite préparé son espresso du soir. 20 millilitres d'eau, une capsule corsée, aucun sucre. Un geste domestique parfaitement ordinaire pour masquer une fracture monumentale. La machine a vrombi sur le plan de travail en granit. Marc est entré dans la pièce. Il portait sa chemise blanche habituelle, le col ouvert, son téléphone dans la main gauche. Il a pris la tasse chaude, avec un petit sourire satisfait. Il a bu une première gorgée en fermant les yeux, puis il s'est approché. Il a posé sa main droite sur ma nuque. Ses doigts ont exercé une légère pression sur ma peau, un geste d'une fausse tendresse, calculé pour affirmer sa domination spatiale. « Tu as l'air tendue, Inès. » La finalisation des contrats exige de la concentration. Le conseil d'administration a besoin d'une dirigeante sereine. Détache-toi de la technique. Laisse-moi gérer la logistique de la salle, le placement des invités et les caprices du traiteur. Contente-toi de briller au pupitre. Il a lissé le revers de ma veste avec son pouce. Il croyait ce geste rassurant. Il pensait restaurer son autorité sur mon périmètre de décision. Il se figurait m'avoir définitivement isolé des commandes de Pomperker, de mon propre événement. Il ignorait que je possédais déjà l'intégralité des accès de sécurité dans la sacoche posée à 2 mètres de lui. Je n'ai pas reculé. J'ai hoché la tête en silence. Je l'ai regardé quitter la cuisine avec son café, sûr de son emprise. Le mercredi matin, la pression financière a envahi les locaux de la société. Les avocats d'affaires finalisèrent les annexes du pacte d'actionnaires. Les investisseurs attendaient un de mon discours du samedi pour valider le transfert des 20 millions d'euros. J'ai mis en place mes premières contre-tactiques discrètes. J'ai révoqué l'accès automatique de Marc à mon agenda numérique. J'ai contacté le service informatique pour modifier ses droits de lecture sur nos serveurs internes, prétextant une mise à jour globale du pare-feu avant l'audit bancaire. Il ne pouvait plus surveiller mes échanges avec le département juridique. Ensuite, je me suis enfermée avec la liste des membres du conseil d'administration. Ils étaient 7 à posséder un droit de vote décisif. J'ai cartographié leurs alliances tôt sur un carnet. J'ai analysé leurs profils. Moreau, le représentant du fonds principal, détestait le scandale. Dubois, un associé minoritaire, suivait souvent aveuglément les recommandations de Marc en matière de communication. Les autres attendaient simplement des dividendes. La situation exigeait une lecture à 3 niveaux distincts.
Je savais qu'il manipulait l'espace scénique du Regency pour me fragiliser. Le public et les employés percevaient uniquement la tension habituelle d'une clôture de capitale. Marc, quant à lui, croyait fermement que je restais aveuglée par mon architecture logicielle, totalement indifférente à ces manœuvres mondaines. Le jeudi soir, une nouvelle faille a fracturé ce faux équilibre. Je classais des factures d'imprimerie dans le salon. La pluie battait contre les baies vitrées. La tablette familiale était posée sur la table basse, branchée sur son chargeur. L'écran s'est soudainement allumé. Une notification a traversé la dalle de verre, générant un bref signal sonore. C'était un message adressé au compte personnel de Marc. Il avait laissé sa session synchronisée par erreur sur cet appareil commun il y a des mois. Je n'ai pas eu besoin d'entrer un mot de passe. Le texte s'affichait en clair sur l'écran de verrouillage. Le nom de l'expéditeur indiquait un simple prénom, Léa. Le message tenait en 2 lignes courtes, d'une familiarité glaçante. La suite 412 est confirmée pour samedi soir. J'ai hâte de fêter notre victoire. Ne sois pas en retard après son discours. J'ai lu les mots 3 fois. Je n'ai pas touché la tablette. Je n'ai pas cherché à ouvrir l'application pour lire le reste de la conversation. Ces 2 phrases suffisaient à établir la nature exacte de leur relation. Une liaison charnelle avec la consultante en stratégie qu'il m'imposait à la table d'honneur. Il avait réservé une chambre luxueuse dans l'hôtel même où se déroulait le gala de ma propre entreprise. Sur l'instant, j'ai cru comprendre son objectif final. Je pensais qu'il cherchait simplement la destruction de mon amour-propre. Je me disais qu'il voulait parader avec sa maîtresse sous les yeux de mes actionnaires, la placer de force dans mon champ de vision pour me déstabiliser pendant mon discours. Il prévoyait ensuite de la rejoindre dans une suite pendant que je gérais seule les retombées de la soirée mondaine. C'était une trahison classique, une insulte publique destinée à me diminuer psychologiquement avant la signature des contrats. C'est exactement ce que je croyais à cette minute précise. L'idée d'un complot structurel m'échappait encore. Le vendredi matin, à moins de 36 heures de l'ouverture des portes, je suis arrivée très tôt au bureau. J'ai allumé mon ordinateur. La messagerie interne a émis un signal léger. J'ai cliqué sur l'icône de notification. Le courriel provenait de Simon, le régisseur audiovisuel en chef du Regency. Simon était un technicien pointilleux. Il agissait dans le cadre strict et légal de ses fonctions. Il ignorait tout des enjeux conjugaux ou financiers de cette soirée. Son message comportait 3 lignes professionnelles, un ton neutre et un rapport technique joint de 12 pages. Il documentait chaque réglage de la salle. Bonjour Inès. Voici les liens de sauvegarde du dernier filage technique réalisé hier soir dans la salle de bal. Les pistes sonores sont nettoyées. L'éclairage sur votre marque de placement est validé selon les consignes reçues. J'ai regardé l'écran avec une attention nouvelle. L'horodatage du rapport indiquait une session technique effectuée le jeudi à 23h30. Je n'avais autorisé aucune répétition nocturne la veille. J'étais restée chez moi à trier des factures. Marc prétendait dîner avec un prestataire extérieur. J'ai cliqué sur le premier lien de téléchargement fourni par Simon. Une fenêtre de transfert s'est ouverte au centre de mon écran, indiquant l'arrivée d'un nouveau fichier vidéo lourd. J'ai attendu que la barre de progression atteigne les 100%. La barre de progression du téléchargement s'est remplie avec une lenteur exaspérante. Le fichier vidéo pesait 4 gigaoctets. L'horloge numérique, dans le coin de mon écran, affichait 6h14 du matin. Le silence du plateau de bureau vide accentuait le bourdonnement de l'unité centrale sous mon bureau. J'ai gardé les yeux fixés sur le flux de transfert des données. La notification de la tablette affirmait qu'il passerait la nuit de samedi dans la suite 412. L'horodatage de cette vidéo indiquait une session technique réalisée jeudi soir, peu avant minuit. J'ai cliqué sur le fichier natif. L'interface du lecteur multimédia s'est ouverte au centre de mon écran. Le système de sécurité du Regency offrait 16 angles de vue distincts. J'ai sélectionné la caméra 4. C'était un capteur motorisé haute définition fixé au-dessus des immenses lustres de cristal. Il balayait l'estrade et la première rangée de tables avec une netteté chirurgicale. J'ai branché mon casque audio professionnel, isolant les bruits de l'averse qui frappaient les baies vitrées de la société.
Je pensais ouvrir la documentation visuelle d'une infidélité vulgaire. Je me préparais à subir la vision d'une étreinte volée dans un espace privé, la confirmation charnelle de leur réservation de chambre. J'anticipais le moment où la douleur traverserait mon orgueil. J'ai appuyé sur la barre d'espace pour lancer la lecture. L'image s'est animée sous un éclairage technique brut. La salle de bal était dépourvue de son faste événementiel. Les néons de service jetaient une lueur blafarde sur les boiseries centenaires. Les tables rondes des invités étaient reléguées dans la pénombre, à l'exception de la grande table centrale, placée sous les faisceaux des projecteurs d'essai. 2 silhouettes ont franchi les portes capitonnées du fond. La caméra captait chaque mouvement avec une fluidité déconcertante. J'ai immédiatement reconnu le manteau sombre et la démarche assurée de mon mari. Léa le suivait de près, une pochette en cuir sous le bras. Je me suis adossée à mon fauteuil. J'attendais le contact. J'attendais qu'il l'attire contre lui, qu'il affirme sa domination territoriale par un baiser ou une caresse au milieu de cette salle louée à mes frais. Mais l'écran refusait de corroborer l'ancienne version des faits. Leur corps restait froid, distant, purement utilitaire. Leur posture trahissait une concentration extrême. Ils ne flirtaient pas. Ils évaluaient le terrain avec la rigueur de 2 géomètres préparant un nivellement. Léa s'est avancée vers la table d'honneur. Elle a compté ses pas entre sa chaise assignée et la bordure de l'estrade. Elle regardait le sol, ajustant sa trajectoire pour éviter un câble électrique factice. Marc vérifiait les angles morts. Il levait les yeux vers les projecteurs, calculant la couverture lumineuse. La contradiction m'a frappée avec une violence silencieuse. Ma théorie de l'humiliation mondaine venait de voler en éclats. Un mari infidèle qui souhaite simplement parader avec sa maîtresse ne passe pas son jeudi soir à mesurer la distance focale d'une salle de conférence. L'adultère était la couverture. Ce que je regardais sur cet écran relevait de la tactique d'entreprise. La caméra a pivoté pour suivre l'ascension de Marc sur l'estrade. Il a marché jusqu'au centre de la scène. Il a baissé la tête vers le parquet verni. Il a cherché un repère précis sur le bois. Son bras droit s'est tendu. Son index a désigné le sol avec autorité. J'ai utilisé la molette de ma souris pour zoomer sur l'image. Le grossissement numérique a révélé le ruban adhésif rouge, ma petite croix écarlate, mon périmètre de sécurité. Je l'avais placé au centre absolu de la scène pour me garantir une distance de recul face aux investisseurs. Il l'avait arraché, il l'avait replacé 2 mètres plus en avant, au bord extrême du vide. Maintenant, il l'utilisait comme point de mire. Il a fait un bref signe de la main. Léa s'est approchée. Elle s'est immobilisée en bas de l'estrade. Ses escarpins frôlant presque la paroi verticale de la scène. Elle se trouvait dans l'alignement parfait de la marque rouge. Sa position bloquait physiquement toute retraite pour la personne se tenant sur la croix. Elle a levé le bras droit en arc de cercle. Elle a simulé un impact violent dans le vide. La paume ouverte à hauteur d'un visage imaginaire. Mes mains se sont figées sur le clavier. La vérité cachée a percé la surface des apparences avec une clarté insoutenable. L'architecture de leur complot s'est dessinée dans mon esprit, alignant les variables légales et financières de ma propre entreprise. Je suis une pièce porteuse. Mon nom figure sur les statuts. Je détiens 40% du capital. Je contrôle les brevets logiciels. Retirez-moi de l'équation et la confiance de la banque s'effondre. Le conseil d'administration ne validerait jamais un coup d'État interne mené par Marc. Il n'avait aucune légitimité technique. Il ne pouvait ni me licencier, ni me forcer à céder mes parts sous la pression. Il lui fallait un motif institutionnel massif pour activer la clause de gouvernance. Une révocation pour faute grave. Une faute grave exige un acte public, irréfutable, générant un préjudice d'image immédiat. Je devais m'autodétruire devant nos principaux actionnaires. S'il se contentait de m'insulter, je garderais le silence. Si sa maîtresse me provoquait verbalement, je l'ignorerais. L'unique déclencheur capable de briser ma retenue était une agression physique foudroyante, en plein discours de levée de fonds. Il avait calculé ma réaction la plus humaine. Une fondatrice frappée publiquement par une intruse devant ses propres investisseurs ne tend pas l'autre joue. Elle riposte. Elle rend le coup. Elle hurle son indignation. Et cette riposte, légitime dans la rue mais fatale dans une assemblée générale,
déclencherait l'intervention de la sécurité et la panique des financiers. Mon mari ne voulait pas me salir. Il voulait que je perde mon propre sang-froid pour justifier mon éviction légale. Il m'utilisait comme l'instrument de ma propre chute. J'étais le moteur nécessaire de l'effondrement. Le visuel ne me suffisait plus. Je devais connaître les paramètres exacts de l'exécution. J'ai activé la piste audio associée au fichier. Simon, le régisseur, avait nettoyé les fréquences parasites de l'enregistrement. Les microphones d'ambiance du Regency, dissimulés dans les moulures murales, offraient une qualité de captation digne d'un studio. J'ai monté le volume de mon casque. Le léger souffle numérique a envahi mes oreilles, suivi immédiatement par le résonnement des pas sur le parquet. La voix de mon mari a claqué. Elle était métallique, clinique, dépourvue de toute hésitation. Tu attends la fin de sa présentation financière, pas une seconde avant. Le conseil d'administration doit être relâché et prêt à applaudir. Léa a croisé les bras sur l'écran. Sa voix a résonné avec la même froideur. Et si elle décide de reculer, si elle ne reste pas sur sa foutue ligne rouge, elle ne bougera pas d'un centimètre. C'est une maniaque du contrôle. Elle s'ancre toujours sur ses repères spatiaux. Marc a marché autour d'elle, désignant les chaises vides de la première rangée. Moreau sera assis exactement ici, Dubois juste là. Dès que j'ouvre la séance des questions, tu te lèves. Tu avances rapidement. La tirasoate hauteur de la scène bloquera ses genoux. Tu la domines, tu armes ton bras et tu frappes, avec la paume. Je veux que le bruit claque dans toute la salle. La sécurité de l'hôtel va me plaquer au sol en 10 secondes. Et c'est le but recherché. Le ton de Marc vibrait d'une arrogance absolue. Je m'interpose immédiatement. Je dis la phrase convenue pour les témoins. C'est elle qui mérite ta place. Inès est incapable de tolérer une atteinte à son intégrité physique. Elle va te rendre la gifle. Elle va s'emparer du micro ou frapper le pupitre. Le scandale sera total. Les banquiers détestent l'instabilité émotionnelle. Je fais évacuer la salle en jouant le dirigeant rationnel. Tchakate, tchatraman. Léa a souri. La caméra a capté le plissement satisfait de ses yeux. Et l'après-crise ? Tu as verrouillé les votes ? La réponse suivante a transformé mes 10 années de mariage en une simple transaction frauduleuse. Lundi matin à 9h, je convoque un conseil d'administration extraordinaire à huis clos. J'invoque la section 4 des statuts, la faute grave publique. Une directrice générale qui déclenche une bagarre lors de la signature d'une levée de 20 millions d'euros. Moreau exigera sa démission immédiate pour rassurer les marchés. Dubois votera avec nous, comme toujours. Les actionnaires minoritaires suivront la majorité par pure peur de la faillite. La révocation prendra effet avant midi. Le poste de direction sera déclaré vacant. Je te propose instantanément comme administratrice, déléguée au titre de consultante externe. Inès est exclue des locaux. Je conserve la gestion des investisseurs. Tu prends le fauteuil, l'entreprise est à nous. Sur l'écran, ils se sont accordés un bref hochement de tête. La répétition était terminée. Ils ont quitté l'estrade, descendu l'allée centrale et disparu hors du champ de vision de la caméra 4. La petite croix adhésive est restée seule sous la lueur des néons de service. L'enregistrement a pris fin. L'image s'est figée sur la salle vide. Le reflet de mon propre visage fatigué flottait sur la dalle en verre de mon moniteur. J'ai retiré le casque de mes oreilles. Je l'ai posé sur le bureau avec une précision lente. L'air conditionné ventilait l'espace autour de moi, mon entreprise, mes codes cryptés, mon architecture de sécurité, mes millions d'euros d'investissement. Tout ce que j'avais bâti devait être avalé par un montage juridique d'une simplicité terrifiante, camouflé derrière une scène de jalousie fabriquée. Marc ne me quittait pas pour une femme plus jeune. Il m'évinçait pour fusionner avec son propre outil de conquête. Il offrait ma chaise de fondatrice à une exécutante docile, en échange de son acte de provocation publique. Son seul défaut opérationnel résidait dans son arrogance. Il croyait maîtriser la logistique d'une salle dont je payais personnellement l'infrastructure technologique. Il avait bâti la route vers sa propre exécution numérique en utilisant le serveur vidéo d'un établissement partenaire. J'ai fermé la fenêtre du lecteur multimédia. J'ai ouvert un nouveau dossier crypté. J'ai extrait la séquence audio de l'enregistrement. J'ai isolé les fréquences vocales des directives de Marc, renforçant la clarté de sa phrase décisive.
J'ai converti le fichier vidéo natif au format de projection utilisé par l'équipement de la salle de bal. J'ai transféré le tout sur 2 clés de stockage sécurisées. Le soleil commençait à illuminer la façade des tours du quartier d'affaires. Le gala d'anniversaire devait ouvrir ses portes dans exactement 13 heures. Les investisseurs arriveraient en smoking. Le fonds d'investissement prendrait place au premier rang. Le piège était monté, huilé, réglé au millimètre près. Mon mari attendait ma chute avec la patience d'un prédateur sûr de son fait. Je n'avais plus qu'à enfiler ma robe de soie noire, me tenir droite sous les projecteurs et placer mes pieds sur la ligne rouge. Le lundi 20 mai, à 9 heures précises, le silence dans la salle du conseil d'administration de mon entreprise possédait une densité minérale. Le soleil matinal frappait les immenses baies vitrées du 40e étage, jetant des ombres étirées sur l'imposante table en acajou massif. L'air conditionné diffusait un souffle constant, régulant la température d'une pièce où l'avenir de 20 millions d'euros allait se jouer. Les 7 membres votants étaient présents. Ils avaient annulé tous leurs engagements. La tension était palpable. Moreau, le représentant du fonds d'investissement majoritaire, occupait le flanc droit. Ses mains étaient croisées sur un épais dossier en cuir. Dubois, un associé minoritaire influent, cliquait nerveusement le bouton de son stylo métallique. L'ambiance n'était pas celle d'une réunion stratégique, mais celle d'un tribunal de haute cour. Marc se tenait debout devant l'écran de projection principale. Il portait un costume sur mesure bleu marine, la cravate parfaitement ajustée, l'allure d'un gestionnaire de crise prêt à assumer des décisions difficiles. Léa était assise à l'extrémité gauche de la pièce. Elle portait un tailleur gris strict et tenait un bloc-notes. Elle avait été introduite dans les locaux sous le statut officiel de consultante externe appelée en urgence. Je siégeais à l'opposé de la table, face à mon mari. Mon ordinateur portable était fermé devant moi. La clé de stockage cryptée reposait dans la poche droite de ma veste. Je n'avais montré aucun signe de fatigue. Marc a ouvert la session extraordinaire. Sa voix était grave, calibrée pour inspirer le respect et la compassion institutionnelle. « Je vous remercie d'avoir modifié vos emplois du temps avec une telle urgence », a-t-il commencé, balayant l'assemblée du regard. « Nous traversons une crise de gouvernance sans précédent. Samedi soir, lors du gala qui devait sceller notre levée de capitaux, la crédibilité de cette entreprise a été sévèrement endommagée. Il a fait circuler un document d'une 10aine de pages. Il portait le logo de l'hôtel. Nous avons tous été témoins de l'incident public. Une altercation physique inexplicable impliquant notre directrice générale devant nos créanciers. L'image de notre société a subi un préjudice foudroyant. Mais ce que vous ignorez, c'est l'ampleur des dommages collatéraux. » Il a marqué une pause dramatique. Il construisait son mensonge avec l'habileté d'un orfèvre. Il savait pertinemment que mon absence de riposte sur scène l'avait privé de son arme principale pour réclamer ma révocation instantanée. Il devait donc inventer une perte de contrôle ultérieure. « Ce que le public n'a pas vu, » a-t-il repris d'un ton faussement navré, « c'est la dégradation de la situation en coulisses. L'humiliation publique a provoqué une rupture psychologique totale. Dans la loge privée de l'hôtel, Inès a perdu pied. Elle a détruit du matériel audiovisuel, elle a proféré des menaces irrationnelles contre la pérennité de vos investissements et elle a tenté d'agresser physiquement le personnel qui essayait de la calmer. Je l'ai regardé mentir. L'audace de son montage forçait presque le respect. Il avait probablement rédigé lui-même ce faux rapport de sécurité en imitant la nomenclature du Regency. Il fournissait au conseil l'excuse parfaite. Une dirigeante devenue instable. Les marchés financiers ont horreur de la volatilité émotionnelle, a poursuivi Marc. Une dirigeante qui s'effondre sous la pression mondaine et devient un danger pour ses collaborateurs ne peut pas garantir la gestion de 20 millions d'euros. C'est avec une profonde tristesse personnelle, mais par stricte nécessité professionnelle, que j'invoque aujourd'hui la section 4 de nos statuts. Poco. Il a affiché le texte juridique sur le grand écran. Les mots « révocation immédiate » pour faute grave apparaissaient en lettres capitales. L'ironie était absolue. Il utilisait les clauses de sécurité que j'avais moi-même rédigées lors de la fondation de l'entreprise pour procéder à mon exécution.
Je demande un vote immédiat pour la destitution d'Inès de son mandat de directrice générale, a-t-il tranché. Il a ensuite étendu le bras vers sa complice. Afin de rassurer nos banques partenaires et d'assurer une transition fluide, je propose que Léa, experte en audit et familière de nos dossiers, prenne la direction déléguée par intérim. Dubois a hoché lentement la tête, convaincu par la rhétorique implacable du gestionnaire de crise. Moreau a tourné son regard vers moi. Son visage était fermé, purement analytique. « Avez-vous une réponse à opposer à ce rapport, Inès ? Un élément médical ou une justification pour ce comportement en coulisses ?» C'était l'instant de la détonation. Celui où le levier de vengeance devait s'abattre sur l'exact point d'équilibre de sa confiance. Je me suis levée. J'ai boutonné ma veste. Je n'ai manifesté aucune indignation. Je n'ai pas de dossier médical, monsieur Moreau. En revanche, il manque une pièce fondamentale à l'audit technique de samedi. J'ai contourné ma chaise. Je me suis avancée vers la console de projection centrale, encastrée dans la table. J'ai sorti la clé sécurisée de ma poche. Je l'ai insérée dans le port principal. La résilience d'une architecture informatique repose sur l'horodatage de ses données natives, ai-je déclaré d'une voix froide. Marc vient de vous livrer un récit romancé. Je vais vous exposer les codes sources de sa stratégie. J'ai basculé l'entrée vidéo. Le diaporama accusateur de mon mari a disparu. L'interface grise et austère du serveur de sécurité du Regency est apparue sur l'immense mur blanc. J'ai cliqué sur le fichier exécutable. La salle de bal est apparue, inondée par la lumière crue des néons de service. En bas à droite de l'image, les métadonnées clignotaient en rouge vif. Jeudi 16 mai, 23h34, caméra 4. Le dos de Marc s'est instantanément rigidifié. Il a fait un pas vers l'écran. Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre ? Le conseil n'est pas réuni pour visionner des réglages de... Silence, a coupé Moreau, la voix tranchante comme une lame. Ses yeux plissés scrutaient la projection. Sur l'écran, les silhouettes de Marc et Léa avançaient dans la salle vide. Les membres du conseil les voyaient arpenter l'espace. Ils voyaient Marc monter sur l'estrade. J'ai utilisé le pavé tactile pour zoomer sur la bordure de la scène. La petite croix en ruban adhésif rouge vif, mon repère de présentation, remplissait à présent le centre de l'image. Le motif de son piège. J'ai activé la piste sonore de la salle. Le silence du conseil d'administration a été déchiré par la voix métallique et autoritaire de mon propre mari. Tu attends la fin de sa présentation financière. Pas une seconde avant. Le conseil d'administration doit être relâché et prêt à applaudir. Un frémissement a parcouru la table en acajou. Dubois s'est figé, son stylo suspendu en l'air. L'attention de la pièce est devenue coupante. Dès que j'ouvre la séance des questions, tu te lèves. Tu avances rapidement. La hauteur de la scène bloquera ses genoux. Tu la domines. Tu armes ton bras et tu frappes, avec la paume. Je veux que le bruit claque dans toute la salle. Le son d'une chaise raclant violemment le sol a brisé l'écoute. Léa venait de reculer brutalement, cherchant instinctivement une issue de secours du regard. Mais elle était coincée entre le mur vitré et les chaises des investisseurs. Marc a déployé ses mains en avant. Son cerveau d'opportuniste fonctionnait à une vitesse terrifiante. Il a dégainé son excuse de secours, l'ultime mensonge conçu pour préserver son autorité. « C'est une simulation brute », a-t-il aboyé, tentant de couvrir le son de l'enregistrement. « C'est un exercice d'ingénierie sociale, une procédure de stress test grandeur nature. J'ai engagé Léa spécifiquement pour auditer nos failles de sécurité événementielle avant l'arrivée de vos fonds. Ce que vous entendez, c'est la scénarisation d'une agression fictive pour évaluer la réactivité de l'hôtel et de la direction face à une attaque frontale. » Il s'est tourné vers Moreau, cherchant désespérément la validation du financier. C'est une norme de conformité dans les fusions-acquisitions à haut risque. On modélise le pire scénario possible. C'est une analyse de crise hors contexte. L'excuse était extraordinairement bien formulée. Dans ce milieu obsédé par l'évaluation des menaces physiques, invoquer un audit extrême de sécurité pouvait brouiller les pistes. L'hésitation a traversé le regard de 2 actionnaires minoritaires. Je n'ai pas débattu de la nature du test. J'ai simplement laissé le serveur poursuivre sa lecture numérique. La vidéo a atteint les 30 dernières secondes cruciales. « Et l'après-crise ? Tu as verrouillé les votes ?» demandait Léa,
sa voix résonnant dans les enceintes. Le visage de Marc s'est vidé de son sang. La mâchoire de son piège se refermait à présent sur son propre cou. Lundi matin, à 9h, je convoque un conseil d'administration extraordinaire à huis clos. La voix enregistrée dictait exactement ce qui était en train de se produire dans cette pièce. J'invoque la section 4 des statuts, la faute grave publique. Moreau exigera sa démission immédiate pour rassurer les marchés. Dubois votera avec nous comme toujours. Les actionnaires minoritaires suivront la majorité par pure peur de la faillite. L'entreprise est à nous. J'ai appuyé sur la barre d'espace. L'image s'est figée sur leur poignée de main complice. J'ai regardé le représentant du fonds d'investissement principal. La définition d'un stress test institutionnel inclut-elle l'extorsion de votre vote personnel pour usurper la gouvernance de cette société, monsieur Moreau? Le masque impassible du financier s'est fissuré pour laisser place à une colère glaciaire. L'insulte, pour un investisseur de son calibre, ne résidait pas dans la trahison conjugale. L'insulte suprême était d'avoir été cartographié, modélisé et utilisé comme un idiot utile dans une vulgaire tentative de vol d'entreprise. Dubois a jeté son stylo sur la table. Vous vous êtes servi de nos craintes financières pour monter un dossier préfabriqué, a-t-il murmuré, choqué par l'utilisation de son propre nom sur la bande. Vous avez utilisé la logistique de cet événement pour organiser et commanditer une agression physique réelle, a prononcé Moreau d'une voix qui ne laissait aucune place à l'appel. Vous avez rédigé de fausses déclarations de sécurité. Vous avez tenté d'utiliser les instances de cette société pour acter une manœuvre frauduleuse. Il ne s'agit plus de gouvernance. Il s'agit de droit pénal des affaires. Marc a ouvert la bouche. Moreau, écoutez, je peux redéfinir la structure de cette transition. Son aisance verbale se heurtait au mur de la réalité institutionnelle. Vous ne redéfinirez absolument rien, a tranché le banquier. Le vote de destitution est frappé de nullité. Il a ouvert son dossier en cuir. En vertu de l'article 9 de notre pacte d'actionnaires relatif aux manœuvres déloyales, j'exige la révocation immédiate de l'intégralité des mandats de représentation de votre mari. Adopté, a répondu Dubois sans une seconde d'hésitation. Tous les autres bras se sont levés autour de la table. La décision était unanime, violente et légale. Je me suis tournée vers Léa. Ses mains tremblaient au-dessus de son bloc-notes. Votre cabinet de conseil recevra dans moins d'1 heure une copie horodatée de ce fichier, accompagné d'un signalement officiel pour complicité de fraude corporative, lui ai-je indiqué avec une politesse polaire. La porte de sortie se trouve dans votre dos. Elle s'est levée avec précipitation. Elle a quitté la salle du conseil sans un regard pour l'homme avec qui elle s'imaginait diriger l'entreprise. Marc est resté seul, debout devant l'écran figé. La petite croix rouge projetée par le rétroéclairage semblait tatouée sur le tissu de son costume sur mesure. Tes accès au serveur sont coupés depuis l'aube, ai-je ajouté en retirant ma clé du socle. La procédure de gel de tes parts minoritaires est déjà sur le bureau de nos avocats. Le service de sécurité de l'entreprise est en route vers cet étage pour superviser l'emballage de tes effets personnels. Tu as exactement 15 minutes pour libérer mon espace de travail. Takromwajar. Il m'a regardé longuement. Il cherchait désespérément l'épouse trahie. Celle qu'il pensait aveuglée par ses lignes de code, celle qu'il croyait incapable de naviguer dans les eaux de la manipulation humaine. Il ne trouvait face à lui que la fondatrice inflexible d'un système qui venait de l'expulser. 22 jours se sont écoulés depuis ce fameux conseil d'administration. Le virement bancaire des 20 millions d'euros a été validé le jeudi suivant. Les fonds ont définitivement sécurisé nos brevets internationaux. La signature finale s'est tenue dans le grand bureau de M. Moreau. Marc n'était pas invité à la table. Ses parts minoritaires ont été liquidées sous contrainte légale. Le fonds d'investissement les a rachetées à une valeur lourdement décotée. Ils ont appliqué la clause de pénalité pour faute déloyale avec une rigueur purement mathématique. Léa a disparu de notre secteur d'activité. Son cabinet de conseil en stratégie a procédé à son renvoi immédiat. Une notification de licenciement pour faute grave lui a été signifiée 48 heures après la réception de mon dossier horodaté. Le monde de la haute finance tolère la dureté en affaires. Il possède en revanche une intolérance absolue
pour les comploteurs qui laissent des traces de leur incompétence sur des serveurs externes. Le climat au sein de mon entreprise a radicalement changé. La tension artificielle qui polluait nos couloirs a disparu. Je ne délègue plus la gestion de mon image. Je traite directement avec mes actionnaires. Ils ont compris que mon expertise s'étendait bien au-delà du code informatique. Ils ont vu comment je neutralisais les failles de sécurité dans la vie réelle. Le respect qu'ils m'accordent désormais est total, professionnel et dénué de toute tentative d'intimidation. Mes avocats ont pris en charge la procédure de divorce. La séparation de nos actifs était limpide. Les contrats de mariage protégeaient la propriété exclusive de ma maison. Marc a dû emballer ses affaires sous la supervision attentive d'un huissier de justice mandaté par mes soins. Je n'étais pas présente lors de son déménagement. Le silence dans notre domicile a mis quelques jours à devenir familier. J'ai remplacé la lourde machine à espresso en granit. J'ai supprimé tous ces accès résiduels à la domotique de la maison. Je n'ai ressenti aucun vertige. La douleur de la trahison avait été complètement anesthésiée par l'exigence de la riposte institutionnelle. Mon esprit était resté focalisé sur l'optimisation de ma propre survie. Marc n'avait plus le droit de m'approcher physiquement. Ses conseillers juridiques essuyaient refus sur refus face aux miens. Mais le mardi 11 juin, à 14h30, mon téléphone portable personnel a vibré sur mon bureau. Un numéro masqué s'affichait sur l'écran tactile. J'ai décroché d'un simple glissement de doigts, gardant les yeux rivés sur un tableau de bord financier. « Inès, s'il te plaît, ne raccroche pas. » La voix de mon mari était méconnaissable. Le vernis de supériorité s'était complètement évaporé. L'arrogance du stratège avait laissé place à la fatigue chronique d'un homme ruiné. Il ne trouvait plus aucun point de chute professionnelle. L'écho de son renvoi pour tentative de fraude l'empêchait de retrouver un poste à la hauteur de son ego. « Je t'écoute », ai-je dit avec la même neutralité que si je m'adressais à un démarcheur inconnu. Il a pris une inspiration longue et tremblante. On a partagé 10 ans de notre vie. J'ai perdu le sens des réalités avec cette pression financière. Je voulais ce pouvoir, je te l'accorde, mais c'était une erreur de parcours, une folie déclenchée par la peur de te perdre au profit de tes investisseurs. Léa a su exploiter mes doutes pour se faire une place. Ne laisse pas une erreur de jugement détruire la mémoire de ce que nous avons bâti. J'ai posé mon stylo sur le cuir du sous-main. Je n'ai ressenti aucune once de pitié. Tu te trompes de vocabulaire, Marc, ai-je articulé avec une précision glaciale. Une erreur est un glissement involontaire. Une maladresse causée par la précipitation. Calculer la distance focale d'une caméra, mesurer l'angle d'une scène et minuter la gifle publique de ton épouse pour voler son entreprise, c'est la définition même d'une intention pure. Tu n'as pas trébuché sous la pression. Tu as patiemment construit l'escalier pour me pousser dans le vide. Il a gardé le silence. Il n'avait plus aucune parade verbale à m'opposer. J'ai exécuté mon geste de clôture avec une lenteur apaisante. J'ai éloigné le téléphone de mon visage. J'ai posé mon pouce sur l'icône rouge. J'ai coupé la communication. J'ai ensuite appuyé sur les paramètres d'appel et j'ai bloqué l'identifiant de manière définitive. L'écran s'est éteint dans un petit clic sec. Je me suis levée de mon fauteuil de direction. J'ai marché vers la petite console de rangement située près de la grande baie vitrée. J'y avais déposé un objet très précis le matin de son expulsion définitive des locaux. Le badge d'accès administrateur de Marc. Le rectangle de plastique rigide comportait sa photographie souriante et son ancien titre de consultant interne. La puce magnétique intégrée était morte, désactivée depuis l'aube de ce fameux lundi. J'ai pris le badge entre mes doigts. Je suis retournée à mon bureau. J'ai ouvert mon premier tiroir. J'en ai sorti un rouleau de ruban adhésif rouge, mon vieux repère, ma géométrie de sécurité. J'en ai découpé un petit carré d'1 centimètre de côté. Je l'ai collé fermement sur la surface en verre de mon plan de travail, dans le coin extrême gauche, loin de mes écrans et de mes dossiers. J'ai posé le badge inutile de mon ex-mari exactement sur cette petite croix rouge. Il restait là, fixé sur sa marque, circonscrit, neutralisé, inoffensif. Ce petit périmètre était sa place finale. Il ne bougerait plus d'1 millimètre dans ma vie. Je me suis rassise. J'ai posé les mains sur mon clavier. Mon architecture logicielle fonctionnait à la perfection.
J'avais repris le contrôle total de mon espace, de ma voix et de mes décisions. La pire erreur d'un metteur en scène est d'oublier que la salle tourne toujours à vide. Si cette histoire résonne en vous, c'est peut-être parce que vous avez déjà croisé quelqu'un qui confondait votre silence avec de la soumission. Comment auriez-vous réagi à la place d'Inès au moment exact de la gifle ? Auriez-vous eu la force de garder le silence pour préserver votre plan ou auriez-vous riposté sur l'instant ? Partagez votre point de vue dans les commentaires, je lis toutes vos réponses. Si vous appréciez les récits où la vérité reprend ses droits dans le calme et la précision, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.